Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans l'épisode précédent, nous avons visité une brasserie qui a choisi de tout miser sur la bouteille, privilégiant une distribution en grande et moyenne surface. D'autres misent plutôt sur le conditionnement en fût, avec une clientèle de professionnels, bars et restaurants, mais aussi événementiels, avec les festivals et autres événements populaires. Saison 4, épisode 6, Xavier Lorini, brasserie Octopus à Chaingy, dans le Loiret. Créée en 2013 à Chaingy, près d'Orléans, la brasserie Octopus produit près de 2000 hectolitres par an. 70% de cette production est conditionnée en fût. Autant dire que la crise sanitaire a été un coup dur pour la petite entreprise qui, malgré tout, réussit à s'en sortir. Bonjour, écoutez, vous êtes bienvenue à la brasserie Octopus de Chaingy, à côté d'Orléans. Je suis Xavier Lorini, le brasseur, voilà. On va essayer de nous présenter et de faire au mieux pour vous faire découvrir cette petite brasserie. Petite brasserie qui a bien grandi depuis sa création en 2013. Nous avons grossi comme beaucoup de brasseries artisanales, donc en 2019, parce que 2020 n'est peut-être pas une année de référence, on a fait 1800 hectos. C'est vrai qu'on a démarré petit, et comme tout le monde, on a progressé. On a essayé aussi un petit peu calmé le jeu, on ne voulait pas trop grossir, on pourra y revenir. Avant de devenir brasseur, Xavier, tu étais dans la climatisation, chef d'entreprise, une grosse entreprise. Qu'est-ce qui a fait la bascule ? Comment est-ce que tu t'es retrouvé un jour à brasser ta première bière ? Comme beaucoup de brasseurs, effectivement, c'est plutôt un métier passion, donc je bois beaucoup de bière et j'ai commencé à brasser pour moi, pour les potes. Et un jour, j'ai changé de vie. Comme je dis toujours, j'ai changé de femme, changé de métier. J'ai pris une femme plus cool, un métier plus cool, donc ça vous donne pas des envies. Hein. Comme beaucoup, pas issus du sérail, à brasser de petit. À un moment donné, le changement de vie a fait que je dis, falloir faire quelque chose. Je dis, je vais essayer de la commercialiser. Et voilà, de fil en aiguille, on en est arrivé à créer la bière Octopus et à développer cette gamme. Et alors tu as commencé tout petit, d'abord dans des seaux de 20 litres, puis ensuite sur une première brasserie, 100 litres, et petit à petit la mayonnaise a pris ? Oui, c'est exactement ça. On a commencé tranquillement et on a mis un panneau au bord de la route. Ici, on a l'avantage d'être sur une route passante. Et les premières bières se sont vendues. On a continué comme ça. On a couru derrière le stock pendant quelques années. Et puis, il y a 4 ans de ça, on a acheté une 10 hectos. Et puis, on a grossi la 10 hectos en 4 cuves, qu'on peut faire 2 par jour. On a grossi les fermenteurs de 10, de 20, de 40. Et c'est vrai que maintenant, on est sur un rythme de croisière plutôt sympa avec nos 40-60 hectos par semaine en production. Comment de climaticien on devient brasseur ? C'est simplement une passion qui a fait qu'on se renseigne, on lit, on rencontre des gens et on apprend sur le tas. Et c'est en brassant qu'on devient brasseur, c'est à peu près ça. Alors depuis, beaucoup de choses ont changé. Les formations se sont un peu développées, les forums internet, les fournisseurs font que le métier s'est un petit peu démocratisé. Les débuts étaient plutôt difficiles, en termes de recherche de fournisseurs, en termes de recherche de conditionnement, de choses comme ça. Mais petit à petit, on se développe, on apprend, les techniques, on les acquiert, en discutant, en partageant, c'est vrai que, et en faisant des erreurs, on en a fait aussi, et on a réussi, à créer quelque chose d'à peu près stable en termes de volume et d'équilibre de produits. Quand tu t'es lancé en 2013, on est dans une région qui est plutôt tournée vers le vin. Quel était le paysage brassicole dans le département du Loiret ? Écoutez, en 2013, il y avait 2 brasseries artisanales, donc on était la 3e. Une était faite dans une école, d'encadrement, et l'autre était un tout petit qui faisait une quarantaine ou une cinquantaine d'hectos. Le paysage n'existait pas, donc la culture bière artisanale n'existait pas. C'est vrai qu'on est plutôt dans une région viticole, mais en même temps, on est aussi une région de production de céréales. Et la particularité, c'est qu'ici, on est entouré de malteries. Donc en fait, on avait été directement du produit premier, donc de l'orge, à la bière. Donc le marché n'existait pas non plus du tout. Donc c'était une découverte pour tout le monde, autant pour nous brasseurs que pour la clientèle. Et alors en 7-8 ans, qu'est-ce qui a changé ? Écoutez, je crois qu'en début d'année là, on doit être à 18 brasseries, je crois. Une vient encore d'ouvrir et d'autres sont en projet. Le paysage brassicole artisanal a complètement changé. Beaucoup de brasseries artisanales ont ouvert dans le département et dans la région. On a vu même une explosion ces 3 dernières années.
sans réel impact sur nous, mais voilà, plutôt un impact positif parce qu'en fait, les gens sont plus appétents aux produits locaux, à la bière artisanale, et ils veulent goûter tout un tas de produits, et on en fait partie. On se retrouve sur une région où les brasseurs se développent, comme partout, mais aussi dans une bonne entente. On reste quand même dans les mêmes métiers, avec les mêmes problématiques, donc on se croise, on échange, on partage, et c'est plutôt sympathique. On est plutôt des confrères que des concurrents. Ton objectif, quand tu as changé ton installation il y a 4 ans, c'était d'atteindre 2000 hectos. Là, t'en es pas très loin, 2019, année de référence, 1800 hectos. Pourquoi pas plus ? On avait décidé de grossir, mais de pas trop grossir. On voulait atteindre 2000 hectos en rythme de croisière et pas faire plus. Puisque, en fait, on est 2 dans la brasserie, je suis quasiment tout seul à la production, et on ne souhaite pas embaucher pour garder une certaine liberté, un certain confort. Donc on a ralenti, bon là plus que d'habitude, mais on a ralenti un peu la vente et notre commercialisation pour atteindre avec un certain confort ces 2000 hectos, ce qui est beaucoup, je le concède, pour 2 personnes, mais qui aussi a un niveau qui nous permet de vivre correctement, financièrement, notre vie de famille, tout ce qui va avec. On souhaitait pas, et on souhaite toujours pas, de grossir plus. Alors ça peut paraître étonnant, mais c'est vrai que on privilégie maintenant notre famille, notre vie en général. On gagne notre vie, donc on est plutôt heureux à ce volume-là. Donc le fait de ne pas vouloir grossir est pour nous important pour bien respecter tous ces critères de famille, quoi. Et pourtant, en 2018, vous avez ouvert un brewpub, l'Octopub. C'est à Saran, c'est dans une zone commerciale. C'est un nouveau départ, c'est une étape importante dans la vie de la brasserie. Alors oui, effectivement, le brewpub était plutôt une aventure un peu différente, puisque on a souvent voyagé aux États-Unis, visité énormément de brasseries, et forcément énormément de brewpubs qui sont même plus dans la culture. Donc on s'est dit, en limitant un peu le volume, on va essayer aussi, pour rien le cacher, valoriser notre produit, le vendre un peu plus cher. Donc cet investissement du brewpub et aussi avoir un contact direct avec notre clientèle. Donc on s'est décidé de créer ce brewpub en pleine zone commerciale. Alors effectivement, on a embauché sur le brewpub, mais sur une structure différente, mais on a quand même laissé de façon indépendante la brasserie. Le brewpub est autonome, avec ses propres salariés, et moi, en tant que brasseur, j'y vais exclusivement pour brasser, je n'ai pas de contact avec la clientèle. On est plutôt très satisfait de ce nouvel investissement, mais ça reste quand même plutôt une expérience, un contact différent, une approche différente, qu'on voulait faire découvrir et qu'on nous-mêmes voulait découvrir en tant que brasseur, en tant que producteur. Et c'est plutôt assez sympa, quoi. Mais on ne souhaite pas non plus, on a eu par exemple l'opportunité d'en ouvrir d'autres, on n'en a pas non plus souhaité. Ouais. C'est vraiment rester local, ne pas être hyper dépendant de notre structure, et on est plutôt content de ça, quoi. C'est vrai que l'accueil est plutôt sympathique. Et en tout cas, c'est cohérent avec le projet de la brasserie Octopus, qui est de rester une brasserie locale, avec une zone de chalandise d'une 20aine de kilomètres autour de la brasserie. Beaucoup de clients professionnels, café, hôtel, restaurant. Bon, en ce moment, c'est un peu en panne tout ça, mais en tout cas, c'est là-dessus que la brasserie Octopus s'est développée. Alors oui, la particularité ici de la brasserie, qui est assez étonnant pour une brasserie artisanale, c'est qu'on fait plus de 70% de nos volumes en fût. Donc aussi bien café, hôtel, restaurant, c'est HR, mais aussi festival, fête de village, des choses comme ça. Donc on souffre effectivement particulièrement. Et le brewpub, c'est un peu aussi cette orientation-là, puisque ça reste que de la vente de fût quelque part, et de la bière à la pression. Mais oui, c'est assez étonnant, ce positionnement. C'est un positionnement qu'on a pris assez tôt. Comme on n'était pas beaucoup, et c'est vrai que le conditionnement bouteille nous embêtait comme beaucoup de brasseurs, c'est pas une étape hyper intéressante, et ça nous permet
actuellement de faire des volumes quand même importants. Beaucoup de gens peuvent se poser des questions, donc comment on fait de tels volumes avec si peu de personnes? C'est simplement en faisant énormément de fûts, en limitant le nombre de clients, et ce positionnement fût est aussi, nous permet aussi de moins travailler, on va pas se le cacher, d'être plus présent, quelque part très présent même dans notre zone d'achalandise, sans courir un petit peu partout. Sur la zone d'achalandise, effectivement, nous on est présent vraiment dans un secteur très limité, on ne va pas retrouver nos bières un peu partout, encore que ça commence un peu à se développer, mais on est vraiment présent dans un rayon de 20 km, on va rarement en dehors de cette zone de confort, donc on est plutôt content, les gens nous connaissent, on a une petite réputation, donc c'est plutôt sympa. Donc la brasserie Octopus a atteint sa vitesse de croisière, son rythme de croisière, autant en termes de production qu'en termes de distribution? Oui, alors effectivement, donc en production, d'ailleurs, on a dit qu'on a arrêté à peu près à ce niveau-là, donc ça varie d'une année à l'autre, bon là ça varie plutôt à la baisse, mais voilà, donc en termes de distribution, nous on travaille avec un distributeur, on en est plutôt très satisfait, qui s'occupe de toute la partie distribution, donc on est vraiment sur un partenariat assez fort, en plein renforcement même, et on a plutôt une visibilité sereine sur les prochaines années, puisque ce partenariat-là nous rassure en fait sur nos volumes. Alors dans cette période compliquée du Covid, on est de plein fouet touché, puisque nous, comme 70% des volumes sont faits en fût, de 70 c'est passé à 0. Notre structure nous permet d'absorber facilement, entre guillemets, cette baisse d'activité, mais aussi nous rassure sur l'avenir, quand ça va repartir. Nous, du jour au lendemain, on sait que si les bars, les restaurants, les festivals rouvrent, les volumes seront au rendez-vous. On n'a pas d'inquiétude sur un avenir plus ou moins proche. On s'inquiète de la vie de tous les jours, on va dire ça comme ça, mais le jour où ça va repartir, les volumes seront au rendez-vous et on retiendra notre rythme de croisière sans trop de difficultés. Quand on est le capitaine du navire, comment est-ce qu'on traverse cette période de turbulence de la Covid? Il faut se réinventer? Ça s'est passé en 2 étapes. Alors le premier confinement, on partait un peu avec la fleur au fusil. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas pris de vacances. On était à fond la gabelle. On s'est dit, on va être arrêté 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis on va être peinard, quoi. On va se reposer, on va remettre les stocks à plat. On avait un gros volume de fûts. On s'est commencé à s'inquiéter un peu pour le volume de fûts parce qu'on préparait la saison. Et on a acheté un peu de bière pour rien vous cacher en fût. On avait quand même pas mal de quantité. Je crois qu'on avait, au moment du confinement, on avait pas loin de 1000 hectos au stock pour la saison. Et donc tout s'est arrêté du jour au lendemain. Et on a eu la chance sur le premier confinement que c'est reparti vraiment de façon très très importante sur la période de juin, juillet, août et septembre. Donc on a écoulé quand même des gros volumes. Par contre, on était un peu plus inquiet là sur la période basse quand le deuxième confinement a été arrivé. Ça nous a coupé un peu dans notre élan. On s'est dit, oh là là, et quand est-ce que ça va repartir? Donc en fait, on a géré ça un peu différemment entre les deux. La deuxième fois, on a prévu un peu plus les choses. On a mis les stocks un peu plus bas. On a limité les investissements. On a aussi, c'est quand même plus concentré sur un volume bouteille un peu plus important. Alors on n'a pas pu rattraper quelques volumes, mais on a augmenté un peu nos quantités bouteilles. On a limité la fabrication de produits, je dirais, un peu différents, ou plutôt one-shot, puisque comme on passait principalement ces produits au pub ou chez nos clients en fût, donc on a reconcentré un peu la production sur les produits de la gamme traditionnelle, et on a aussi quasiment arrêté la production de bière pendant 3 mois. On a diminué des volumes de façon importante. On a, par exemple, sur le mois de décembre, on a brassé 40 hectos pour le mois, alors qu'on en fait minimum 40-60 par semaine. Donc en fait, on s'est mis à l'arrêt, on courbe le dos. Financièrement, ça va plutôt bien, puisqu'on a une structure solide. On attend avec impatience que ça reparte, sans trop d'inquiétude. Xavier, on est dans ta brasserie, c'est ton territoire, c'est ton antre. Alors, on va faire vite parce qu'il fait froid, on enregistre en février et les portes sont grandes ouvertes. Oui, effectivement, donc on travaille comme ça. Donc on est un petit peu au ralenti, là, la brasserie, elle n'a pas tourné depuis un petit moment. Donc ici, on est sur une brasserie 4 cuves, donc on est en infusion traditionnelle, 4 cuves, donc une cuve d'empâtage, une cuve de filtration et une cuve d'ébullition. C'est une 10 hectos, mais j'en fais toujours 2 par jour. Donc en fait, pendant que je suis en ébullition, je vais empâter le deuxième brassage et je vais remplir des fermenteurs, cylindres coniques de 40 et de 20 hectos.
C'est assez traditionnel ici. Voilà, j'ai essayé de très rationalisé. Ici, on a dans les 2 brassages, je commence très tôt le matin. L'avantage, c'est qu'on dort sur place, donc je vais me lever très tôt le matin, je vais mettre en chauffe, je vais empâter, je vais me recoucher, et après je me relève, c'est automatique, je me relève quand la première phase est terminée. Et voilà, vers 5 heures le soir, j'ai terminé mon deuxième brassin, et quand je fais mes 40 hectos, j'en enquille 2 jours de suite, et je les remplis. Alors généralement, je brasse 2 fois par semaine, donc 40 ou 60 hectos par semaine, en pleine période. Bon. On est beaucoup sur des fûts, donc on est en isobar non filtré, donc je vais directement remplir mes fûts depuis les cuves. Voilà, il y a une grosse partie de l'activité, c'est quand même le lavage de fûts, c'est un peu rébarbatif. Mais bon, on est en fût inox. On a basculé en fût inox il y a 3 ans, on en est super contents. Ça nous a fait quand même pas mal de nouveaux clients aussi, de stabilité sur les produits. Donc on est non filtré, voilà, et on a une petite chaîne d'embouteillage. On est quand même à 1500 bouteilleurs, tout automatique. On a essayé aussi de rationaliser de ce point de vue-là. On arrive tranquillement à se développer. Donc en termes de brassage, ici, on a développé une gamme de halles assez complète, et on fait aussi de la lager qui correspond à une bonne partie de nos volumes. À peu près 50% de nos volumes sont faits sur une lager, donc il prend un peu plus de temps. Donc voilà, on a investi début d'année dernière sur des 40 hectos. Avant, on n'était qu'en 20 hectos pour encore gagner du temps, voilà, donc en lavage, en conditionnement. Donc c'est vrai que c'est très rationalisé, assez compact. Voilà, on essaye de se développer. Donc on est en chauffage double paroi vapeur, tout simplement. Donc c'est vrai que pour une brasserie, ça permet de bien se développer. C'est très rationalisé, donc on peut voir, vous ne voyez pas, mais c'est pas très rangé aujourd'hui, parce que je suis en plein travaux, j'ai démonté mon groupe froid, voilà, on fait des travaux un petit peu partout dans la brasserie, on en profite de ce moment un peu plus creux, de cette période aussi compliquée, pour pouvoir faire toutes les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou pas le temps de faire. Donc on est voilà, en plein, on a pas mal de projets aussi pour les prochaines périodes. Donc voilà, on est sur cette brasserie plutôt intéressante. Moi je trouve en tout cas bien optimisée. Alors on va parler des projets dans un instant, mais avant ça, ici tu brasses combien de recettes ? En bière bouteille, on a une gamme de 8 bières bouteilles, et on fait beaucoup de bières d'événements, ou je dirais ponctuelles, beaucoup. En plus, quand on est au pub, on a aussi une brasserie, mais où on va pouvoir brasser seulement 8 bières différentes, et on a 25 pressions différentes, donc une vingtaine de bières différentes sont faites ici, où là on va retrouver tout un tas de bières plus ou moins expérimentales, soit du one shot, soit des bières qu'on va reproduire, mais beaucoup d'expérimentation, des bières plus ou moins atypiques, avec voilà, des bières plus ou moins dans l'actualité, ou des bières plus classiques. Donc on va avoir sur une gamme traditionnelle, naturellement des pale ale, mais aussi sur des bières plus houblonnées, Indian pale ale, des Neipa, des double IPA, des choses comme ça. Et on fait aussi des stouts, des imperial stouts. On va goûter, on aura la chance de goûter tout à l'heure des bières, par exemple au copeaux de bois, des bières vieillies en fût, des choses comme ça. Et c'est vrai que l'arrivée du brewpub nous a permis aussi pour moi en tant que brasseur, d'expérimenter tout un tas de bières et tout un tas de recettes différentes. Donc c'est plutôt très sympa. Ce qui est impressionnant quand on visite la brasserie, c'est l'étendue de la surface des locaux, parce que c'est très grand. Mais c'est vrai qu'il en faut de la place, parce que tu as un parc de 2000 fûts. Tu nous disais que 70% de ta production était conditionnée en fûts. Donc forcément, ça demande de l'espace de stockage. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a un gros parc de fûts inox, c'est un gros investissement. Oui, on a besoin de place, parce qu'entre les rotations de fûts, les stocks de fûts, les fûts sales, les fûts neufs, voilà, c'est vrai que ça nous demande pas mal de place. On a aussi toute la partie bouteille, qui reste quand même plutôt limité chez nous, mais qui, depuis cette période, prend un petit peu plus de volume. Donc c'est vrai que si on regarde ici, on s'aperçoit qu'il y a une chambre froide pour stocker les fûts. On s'aperçoit que voilà, beaucoup de fûts sont en attente à l'extérieur pour être lavés. Voilà, donc pour le moment, c'est un peu en stand-by de ce point de vue-là. Il faut de la place pour faire de la bière. Donc ici, on a 1000 mètres carrés, donc c'est quand même, on est plutôt confort. Et tu fais du vieillissement. Alors oui, on fait du vieillissement en fût. Voilà, ici on a fait un peu de vieillissement en fût de cognac. Donc ça, c'est plutôt des produits très sympathiques qui ont l'avantage d'être vendus avant d'être faits. Donc voilà, on a une grosse demande de ce point de vue-là, et on en a rarement en stock, notamment les finitions cognac. Là, voilà, ça passe quelques mois en cognac, donc en ancienne barrique de cognac, et c'est très intéressant gustativement, et c'est très apprécié de nos clients. Alors les projets. On a un gros projet, puisque vous venez juste quelques jours avant l'arrivée d'un alambic,
puisque on a commencé la distillation de whisky, de distillat pendant le premier confinement. Alors, c'est une réflexion qu'on avait eue bien avant l'arrivée du Covid. Comment essayer aussi de changer, de se renouveler, de faire des nouveaux projets. Donc, on a décidé de se lancer dans les spiritueux, notamment le whisky. Donc, un alambic de 1000 litres arrive cette semaine. Donc, on a fait l'année dernière 100 hectos de mou à whisky qu'on a fait faire distiller à façon, et on a investi donc dans un alambic hybride qui va nous permettre de faire vieillir du whisky. Donc, j'ai dégagé une salle complètement vide là pour faire un chai. Donc, on a le projet de fabriquer quand même des volumes importants de whisky, puisque cette année, on va essayer de faire quand même une 50aine d'hectolitres d'alcool pur. Donc en mou, ça représente 500 hectos de brassage, donc en plus du reste. Donc là, c'est plutôt un projet à long terme, parce que le whisky, c'est 3 ans de vieillissement. Voilà, un projet sur les prochaines années, la prochaine décennie, et pour ma retraite. Voilà, donc c'est vrai que on est super content de ce projet, puisque on a la chance d'être dans une région très céréalière, de pouvoir faire malter le malt du champ qui est derrière la brasserie, alors qui est plutôt réservé, puisqu'on a fait planter une variété spéciale whisky, donc qu'on n'avait jamais fait sur la bière. Donc c'est des projets qui sont de longue haleine, mais aussi sur une culture intéressante. La craft distillerie, c'est nouveau, ça se développe aussi énormément. Comme on a le savoir-faire, l'équipement pour faire un mou, on s'est dit on va s'équiper d'un alambic pour pouvoir distiller nous-mêmes notre distillat et pouvoir le laisser vieillir chez nous. Donc on va avoir l'arrivée de nombreuses barriques d'un peu partout pour pouvoir les remplir et laisser vieillir tranquillement. Donc un projet qu'on trouve plutôt sympathique. Sur les céréales, effectivement, on est sur un territoire où il y a beaucoup de malteries autour de la brasserie. Tu réussis à travailler en circuit court. Sur le houblon, ça se passe comment ? Alors, le houblon, effectivement, on n'est pas du tout dans une région houblonnière, donc c'est déjà très limité en France. Donc on travaille sur une gamme de houblons français. On travaille avec le comptoir agricole, qui est les houblons d'Alsace, sur une bonne partie de nos bières assez classiques, on va dire ça comme ça, la Pale Ale, la Lager. Et après, on a beaucoup de houblons américains sur toutes nos bières houblonnées, où on travaille avec les grosses maisons américaines. Beaucoup de projets de houblonnières dans la région, mais peu ont vu le jour, du moins peu de quantité. Donc pour le moment, on est sur des produits assez classiques. Nous, on a une attirance quand même pour le local, comme beaucoup de brasseries. Cette année notamment, 2020, on a fait une bière de récolte, donc avec du houblon frais, et ça nous a fait très très plaisir de voir l'agriculteur. En fait, c'était un produit qui était très virtuel pour nous. On reçoit des sacs de 5 kilos en pelé, et de voir l'agriculteur nous livrer lui-même son houblon, nous parler de ses champs, c'était une super expérience. Donc on demande que ça, de rencontrer, de connaître la filière complète. Moi, la semaine dernière, j'ai rencontré des gens qui veulent faire une malterie artisanale à une 30aine de kilomètres d'ici. Directement, j'ai sauté, je leur ai dit, je vais vous faire une lettre d'intention, faut que vous puissiez vous faire financer, parce que on est, nos clients, et nous-mêmes, on est avides de local, de traçabilité, de connaître le paysan, de connaître tout le circuit, et je dirais que si on arrive à trouver la même chose sur du houblon, nous, on sera les premiers clients, ça c'est sûr. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Alors Xavier, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors écoutez, soit des bières un petit peu traditionnelles, on va dire ça comme ça pour nous. Donc j'ai sorti la blonde Pale Ale, à 1429 blonde, qui est une Pale Ale avec des houblons alsaciens, à 5,9 d'alcool, légèrement doré. On est plus sur les côtés un peu de sucrosité. Une blonde qui est faite avec une levure qui est atténuée à pas trop, donc plutôt sympathique. On va goûter cette blonde assez consensuelle. Alors 1429, parce que c'est une blonde implantée dans son territoire et dans son histoire. Oui, effectivement. Donc le nom 1429 vient du fait que la brasserie est située à Orléans, à côté d'Orléans, et 8 mai 1429 correspond à la date de libération d'Orléans par Jeanne d'Arc. Allez, on goûte la 1429. On est sur une bière, je dirais, avec un nez assez neutre,
Voilà, une mousse bien blanche. On est plutôt sur un mélange doré, donc on a un mélange de 3 maltes, la malte Pils en base avec un peu de Munich et un tout petit peu de Cara. Voilà, on est sur un arôme légèrement malté, une vraie douceur présente, une arrière-bouche légèrement amère. On va retrouver plutôt sur des arômes légèrement fruits jaunes, un peu abricots. Et voilà, on est vraiment sur une pale ale originaire un peu plus du nord de la France ou belge, voilà, avec une bonne sucrosité en fin de bouche. On n'est pas trop sur une bière de soif, plus une bière de dégustation en mangeant, voilà, plutôt une bière un peu de caractère, très traditionnelle dans son approche. Voilà, c'est une bière que moi j'apprécie beaucoup dans cette période un peu plus fraîche, ça tombe bien aujourd'hui. Et l'été, je vais passer plus sur d'autres bières, mais c'est un produit assez stable aussi, ce qui n'est pas facile sur les bières blondes. Deuxième dégustation. Donc là, on est sur une blonde toujours, une American Pale Ale, donc houblon américain. Donc là, on va vraiment aller chercher l'aromatique du houblon. 3 houblons aromatiques. On a Simcoe, Chinook, Citra, les 3 dans la même proportion, avec 3 techniques de houblonnage bien particulières. Donc de l'amérisant pendant le début d'ébullition, principalement Chinook. Après, on va faire un hopstand, donc une technique de houblonnage que quelques brasseurs utilisent. Donc on va descendre le mou en dessous de 85 degrés, et laisser reposer le houblon pendant 3 quarts d'heure, entre une demi-heure et 3 quarts d'heure. Donc ici, j'ai la chance de pouvoir repasser par ma cuve de filtration. Donc cette technique de houblonnage est intéressante puisqu'elle va faire ressortir une molécule qu'on appelle la myrcène, qui va rendre prononcé donc le goût ananas, pamplemousse à la bière, sans apporter d'amertume. Et derrière ça, on va faire un dry hopping, donc un houblonnage à froid, donc pour encore renforcer le côté agrume de cette bière. Donc là, on est sur une bière où on va retrouver des arômes agrumes très présents, sans le côté amer. Donc voilà, très apprécié de nos clients puisque voilà, qui découvrent un peu le houblon à travers cette bière. Donc beaucoup de gens imaginent du fruit dans la bière ou voilà des fruits type agrumes, mais en fait il y en a pas. Donc c'est toujours une bonne découverte. Et c'est vrai que c'est une bière qui a énormément de succès chez nous. Donc on va maintenant l'apprécier, ça va être sympa. Donc couleur, on est vraiment sur une blonde claire. Voilà, au nez, on est sur l'agrume. Là, on est entre l'ananas, le fruit de la passion, l'orange, voilà, des choses comme ça. On voyage un peu avec cette bière. Donc là, on va goûter la triple, donc qui est une blonde dorée. 4 maltes différents, puisque je vais, en plus du deux rangs Pilsen, du Munich, du Caravienne, on va mettre un tout petit peu de dark caramel, donc on va avoir plus de notes un peu plus maltées. Houblon français à Aramis, exclusivement, c'est un single hop. Là, on va resucrer cette bière, donc en fin d'ébullition, je vais rajouter quand même 50 kg de sucre pour 10 hectos. Donc voilà, une bière très sucrée. On est vraiment sur une bière qui fait 9 degrés, 8,8 d'alcool. Donc avec une bière assez dangereuse puisqu'elle est très très sucrée, très douce en bouche. Voilà, on est sur un type, on va dire, triple belge. C'est un peu galvaudé, mais c'est vrai que c'est ce type-là. Voilà, une bière très appréciée, très dangereuse, comme je disais. Voilà, on va rechercher des notes maltées, voilà, avec une grosse sucrosité, une très faible atténuation. Donc puisque là, en atténuation finale, on va parler en SG, en finale, on est à 1018, 1016, entre 1016 et 1018, donc beaucoup de sucre résiduel, bien lourd à boire, bien pour nous réchauffer aujourd'hui parce qu'il fait froid. Donc voilà, on va apprécier cette bière, je pense. Une bière vieillie, Xavier. Donc c'est une bière brassée en 2016, vieillie en fût de cognac, une ambrée à 7 degrés d'alcool. Donc elle a passé 6 mois, donc c'est une pale ale, c'est pas une soue ou voilà, une lambic, c'est vraiment une pale ale vieillie en fût de cognac qui date de 2016. Donc elle a passé 6 mois en fût de cognac et après je l'ai laissée tranquillement dans les bouteilles pour qu'elle se vinifie légèrement. Voilà, elle a une mousse très persistante, ambrée. À la vue, c'est très limpide, très pétillant. Et là, si on plonge le nez dedans, on va se retrouver en Charente, dans le cognac. Donc voilà, on a le côté d'une bière vieille quand même, donc puisque je vous rappelle 2016, des notes de cognac, mais aussi des notes un peu de vinification, de vin. Voilà, on va retrouver du côté tannique aussi.
On va vraiment une bière complètement décalée, voilà, un peu plus de connaisseurs. On va se retrouver vraiment dans un voyage, vraiment dans le domaine vinicole. Donc la barrique, elle va apporter bien sûr des arômes de cognac, mais un peu plus que ça. On est vraiment sur des fruits un peu plutôt noix, noisettes, des choses comme ça. Et dès qu'on va la passer en bouche, donc là, on va bien sentir la pétillance. Et je dirais le côté alcool va un peu s'atténuer. On est plus présent sur les arômes d'alcool, de cognac, d'eau de vie au nez et en bouche. On est plus sur une bière, voilà, où on va sentir le côté aromatique, un peu du tannique, du vin. Voilà, on est vraiment dans ce monde-là. Un final qui est lui plus fin, plus doux, voilà, vraiment une bière de dessert, de dégustation, une bière voilà, qui est quand même vieille, donc on se dit il manque peut-être quelque chose, mais en fin de compte ça fait vraiment partie de ce style de bière que moi j'ai voulu retrouver. Voilà, on en a eu 1500 bouteilles, il doit m'en rester 200 à peu près, que je laisse encore évoluer, que je vends très peu en fait aux amis, voilà. Donc j'en fais régulièrement des bières vieillies en fût, mais qui sont quasiment vendues toutes avant d'être produites. Celle-ci j'ai voulu la garder parce que je trouve qu'elle est plutôt sympa, voilà, une bière d'amis, voilà, je sors que pour les potes quoi, voilà, une bière de potes. Donc là on va goûter une bière c'est une IPA qu'on a appelée Hotel California parce qu'on est vraiment sur une IPA East Coast, houblon américain, 3 houblons, on est houblon principal aromatique mosaïque. On va mettre un peu de Simcoe et un peu de Chinook. Vraiment une IPA traditionnelle, voilà, on est vraiment sur les arômes d'agrumes, avec un alcool assez prononcé, à 6,5. Au niveau couleur, on est sur une bière blonde, dorée. Au nez, là, on est dans le houblon, on ne va pas se tromper. Voilà, arôme d'agrumes, on n'est pas du tout sur le côté résineux du houblon. On est vraiment sur un côté fruité, goût exotique. Voilà, fruits de la passion, ananas, voilà, on est, si je ressens encore là, on est vraiment dans un voyage, je dirais dans les îles, voilà, on est sur ce type de produit. Vraiment le côté, le houblon mosaïque va ressortir, mais le houblon mosaïque, où là on va le mettre quand même des grosses quantités de houblon en dry hopping, puisqu'ici pour 10 hectos on doit être à 15 kilos de houblon, donc ça commence à faire, avec pratiquement 10 kilos de mosaïque, donc un houblon, comme son nom l'indique, un peu passe-partout, un peu, voilà, qui va s'accommoder. Une levure de chez AEB qui s'appelle AY4, voilà, une levure très typée américaine. On reste vraiment dans ce côté américain. Une bière c'est mon 4 heures, quoi. Au moins 1 ou 2 par jour minimum. Dernière dégustation, Xavier. Oui, il y en a d'autres, mais on va s'arrêter là. Donc on va goûter une bière encore un petit peu différente, puisque elle s'appelle Tropical Juice. Donc c'est une bière mangue, fruit de la passion. 120 kg de fruits dedans. Donc là, on est le fruit directement, qui est mis pendant la fermentation. Donc là, on est vraiment sur des arômes de fruits. C'est une bière qui est lactosée. Donc on va rajouter 50 kg de lactose pendant le brassage. Donc on va essayer de garder l'arôme du fruit. Une bière fruitée, voilà, plus un jus d'orange en fait. On est vraiment un truc un petit peu atypique. Ça reste quand même légèrement acide. Voilà, on essaye de faire un truc pour les gens qui n'aiment pas trop la bière en fait. Voilà, c'est plutôt original. On va retrouver quand même l'acidité des fruits, une petite sucrosité. Voilà, on a l'impression de boire un jus d'orange en couleur. Donc on va déguster ça pour finir un petit dessert, quoi. Allez, on va se faire plaisir. Couleur orangée, très trouble. Si on met le nez, on se dit tiens, on est sur un petit jus d'orange, un petit chose comme ça. On se dit tiens, qu'est-ce que c'est ? On se pose bien la question. Et puis dès qu'on goûte, on va retrouver la pétillance de la bière. On a l'impression de boire un petit jus de fruits. Ça fait quand même un petit peu d'alcool. Voilà, on est un peu loin d'une bière, mais il y a une petite clientèle pour ça. C'est original, c'est sympa, ça se boit très frais. C'est pas trop la période, mais c'est vrai qu'on va quand même l'apprécier pour son côté désaltérant, légèrement sucré, voilà, avec beaucoup de texture. Voilà, on navigue entre le jus, la bière et ces arômes de fruits exotiques. Voilà, on va se faire plaisir. Voilà, en bouche,
Voilà, ouais, un jus de fruits, on sent la mangue. Voilà, la mangue est plutôt partie prenante, alors que voilà, c'est 50% avec le fruit de la passion, lactosé pour éviter un peu l'acidité du fruit de la passion. Le premier essai qu'on avait fait, c'était une mangue ananas, et là on était vraiment sur le côté acide, donc on a augmenté le taux de lactose. Et c'est vrai que, à force d'y goûter, on apprécie, hein, on est vraiment content, c'est original et plutôt sympa à boire. Merci à Xavier Lorini pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode en février dernier. Je vous invite à découvrir la brasserie Octopus en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Merci de soutenir le Podcapsuleur en partageant cet épisode sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Votre soutien financier est essentiel lui aussi. Merci d'y penser et rendez-vous sur la page Tipeee du Podcapsuleur. Dans 15 jours, nouvelle destination. Nous irons prendre un bain de soleil à Marseille. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.